Nous continuons notre voyage par les deux îles vendéennes, l'île de Noirmoutier et l'île Dieu. L'île de Noirmoutier, la plus grande, est reliée au continent par un pont et par le célèbre passage du Gois que l'on peut emprunter uniquement à marée basse. L'île Dieu, sur laquelle nous nous rendons, se situe à 17 km des côtes vendéennes. Sa face sud-ouest abrite de magnifiques plages logées dans des criques escarpées. Pour profiter de ces paysages de rêve, il faut prendre un bateau qui relie le continent à l'île en une demi-heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien vouloir rester assis pendant tout le voyage. Le capitaine et son équipage vous souhaitent une bonne traversée. Tony Hersault travaille pour la compagnie qui gère les traversées entre l'île et le continent. Amoureux de sa Vendée et de son histoire, ce Noirmoutrin connaît bien les deux îles vendéennes. L'île Dieu concentre sur ses 23 km² de terres émergées une grande diversité de paysages. Sa côte sauvage, aux falaises découpées, enserre des criques de sable jaune et des petits ports tranquilles où les bateaux de pêche ont de tout temps trouvé refuge quand les tempêtes de l'Atlantique font rage. C'est sur sa face ouest que l'histoire de l'île Dieu s'est écrite. Sur cette côte escarpée, en haut d'un piton rocheux, sont posées les ruines du vieux château surplombant la mer. Forteresse défensive, bâtie au début de la guerre de 100 ans par les seigneurs de l'île, on raconte que le dessinateur Hergé, le père de Tintin, se serait inspiré de ce château médiéval pour dessiner celui de l'île Noire. Tony a pris rendez-vous avec le gardien des clés du vieux château, Frédéric Bernard, guide sur l'île Dieu. Bonjour Frédéric. Bonjour Tony. On est au vieux château à l'île Dieu. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et bien sûr déjà nous le dater? Donc ça c'est un château médiéval qui date du début du XIVe siècle. Donc ce château était habité en permanence par une garnison. Donc il y avait une garnison d'une trentaine d'hommes qui servaient donc à la protection. Il y avait aussi le gouverneur de l'île. C'était le logis du gouverneur. C'était son lieu d'habitation. Et donc ce gouverneur s'assurait du maintien de l'ordre sur l'île. Et il récupérait aussi au début l'impôt pour le seigneur. Voilà. Donc Frédéric, Oui. on se trouve ici à l'entrée du logis du gouverneur. Exactement. C'était une entrée qui était assez particulière, tout simplement parce qu'en fait c'était une tour escalier ici. Qui Donc, desservait les différents niveaux. exactement, tout simplement. Parce que ce logis était sur 3 niveaux, donc il y avait le rez-de-chaussée et 2 étages. Dont on distingue très bien aujourd'hui quelles pouvaient être effectivement les hauteurs. Au niveau du rez-de-chaussée, on va s'avancer. Et là justement, c'est ce qui reste aujourd'hui, cette fosse. Voilà. Donc cette fosse, c'est tout simplement l'ancien garde-manger du château. C'était là qu'ils entreposaient tout. Le frigo, le cellier, voilà. Et donc bien sûr, par-dessus cette fosse, il y avait un plancher. D'accord. Et cette grande salle qui était au-dessus servait à recevoir. Donc principalement les îlets quand il y avait des doléances à transmettre au seigneur. Et aussi ça pouvait servir de lieu où la justice était rendue. Oui, puisqu'il avait un pouvoir de police et de justice sur l'île, Voilà, sur les habitants. exactement. Donc voilà, donc le premier étage de la tour sud en fait. D'accord. Et cet étage avait uniquement un rôle d'observation et de défense, Défensif purement et simplement. pas d'habitation. Non. Protégé par ses hauts murs côté terre et par de nombreux récifs côté mer, ce château a résisté à toutes les invasions. Sauf en 1355, quand le célèbre corsaire anglais Robert Knowles réussit à s'en emparer. Il occupa l'île pendant 37 ans. Si le château est dans cet état-là aujourd'hui, c'est dû principalement à un roi de France, qui est le roi Louis XIV. Tout simplement parce que ce roi, au cours du fin XVIIe siècle, va faire détruire énormément de châteaux médiévaux, parce qu'ils étaient inoccupés. Et lui voulait surtout éviter que d'autres personnes ne s'en servent. Dans un rôle d'attaque. Voilà, tout simplement, que ce Eh soit oui. de l'intérieur ou de l'extérieur.
Et donc pour le château de l'Île-Dieu, c'est en 1699 que le drame est arrivé, où un bateau de la marine royale française va arriver. Il va sortir ses canons et faire un joli tir groupé sur le château. Consolidé et entretenu en l'état, le vieux château n'a pas changé d'aspect depuis plus de 3 siècles. En plein cœur de l'île, Tony nous guide vers le bourg de Saint-Sauveur. Le petit village possède en son centre une église romane, bâtie entre les 11e et 12e siècles et tout juste restaurée. Mais Saint-Sauveur est aussi remarquable par ses maisons basses collées les unes aux autres, aux volets de couleur. En vous promenant dans les rues du village, vous allez immanquablement passer devant la très réputée pâtisserie de Saint-Sauveur. Outre de splendides et goûteuses confitures, le chef y fabrique une délicieuse tarte aux pruneaux, d'après une recette héritée des grands-mères de l'île. Faites comme Tony, entrez dans la merveilleuse boutique d'Alain Mousnier. Bonjour Alain. Salut Tony, Ça va bien? Ça va et toi? Alain propose à Tony de Je suis lui là. montrer comment préparer la spécialité de l'île. Alors, une tarte aux pruneaux, c'est 2 choses. Donc, c'est une pâte feuilletée savamment ratée. Et pourquoi ça va m'en rater? Ratée et tout, parce qu'en fait, ce sont des femmes qui faisaient cette pâte feuilletée. Il n'y avait pas toute la technique et toute la pâtisserie dedans. Donc, c'est un feuilletage rapidement fait, Réalisé, ouais. réalisé. Et avec dedans, forcément, une confiture de pruneaux aromatisée, rhum et cannelle. Alors Alain, pourquoi une tarte aux pruneaux à l'Île-Dieu? Pourquoi une tarte aux pruneaux à l'Île-Dieu? Parce que en fait, l'Île-Dieu était un port franc, donc détaxé, et ce qui a favorisé en fait le transit de marchandises. Donc du coup, de Bordeaux arrivaient des pruneaux, du vin et tout ça, et de Bretagne, du beurre et tout ça. Donc on a trouvé en fait dans notre fonds alimentaire à l'Île-Dieu des trucs qu'on ne trouve pas sur l'Île-Dieu et qui viennent de très loin. D'accord. Et voilà. Et voici. Et donc Alain, aujourd'hui, quelle est la signification qui est portée de la tarte aux pruneaux à l'Île-Dieu? Donc la signification, donc comme c'était en fait des produits un petit peu exotiques parce qu'on ne trouvait pas ça sur l'Île-Dieu, c'est devenu en fait le repas de tous les mariages. C'est l'incontournable. C'est l'incontournable. En plus, tous les gens qu'on ne pouvait pas inviter au mariage, parce que sur l'Île-Dieu tout le monde se connaît, c'est pas possible, il leur était offert une tarte aux pruneaux. Très très bien. Voilà. Et ça reste toujours d'actualité aujourd'hui. Et ça reste toujours d'actualité aujourd'hui. La tarte aux pruneaux doit être enfournée à 180 degrés, thermostat 6, pendant 1 heure. Allez, on va faire honneur au bon produit et à ton travail. Merci Alain. Je t'en prie, bienvenue. Mmh. J'ai été élevé avec les tartes aux pruneaux. J'ai toujours vu, de toute façon, pendant toute mon enfance, une tarte aux pruneaux à la maison. Et à chaque fois que j'en mange, je trouve ça génial. Excellent. Et un feuilletage, ça va m'en réussir. Ça va m'en rater. Après cette promenade sur la magnifique île-Dieu, nous continuons notre voyage. C'est par le passage du Gois que nous pénétrons dans l'île de Noirmoutier. Le long de cette route inondable que les pêcheurs à pied fréquentent lors des forts coefficients de marée, des petites nacelles ont été aménagées pour protéger les promeneurs étourdis qui, chaque année, se laissent coincer en plein milieu du gué. Tout de suite en arrivant sur l'île, ce sont les marais salants qui nous accueillent. Ils recouvrent 1/3 de l'île de Noirmoutier. En fin d'une journée ensoleillée et venteuse, Tony rencontre Fanny Collier qui commence sa récolte de fleurs de sel dans l'un de ses œillets, petit bassin d'eau de mer à fond argileux où se dépose le sel. Donc avec ma lousse, Puisque ça s'appelle une lousse. ça s'appelle une lousse. D'accord. On va ramasser la fleur là. Tout à fait. Alors Fanny, là, tu ramasses cette fleur de sel. Est-ce que tu peux me dire exactement la fleur de sel? Qu'est-ce que c'est en comparaison du sel, tout simplement? Eh ben c'est du sel aussi, hein. Mais sauf que c'est dans la cristallisation que ça se passe un peu différemment. Le sel, c'est un gros cristal
qui se forment au fond de l'œillet. On voit bien les cristaux de sel, ils sont empilés. C'est des gros cristaux carrés qui se superposent les uns aux autres. La fleur, c'est une pyramide, mais à l'envers. D'accord. Et du même coup, ça fait un petit creux. Elle flotte à la surface. Mais elle se forme que quand il y a du vent et que l'évaporation est très rapide à la surface. Tony a très envie d'essayer de ramasser cette fleur de sel. Mais l'exercice nécessite doigté et délicatesse. Bon, ça va être une grande première, Fanny, pour moi. Alors tu commences, t'as vu un peu comment je fais? Tout à fait. En essayant de casser quelque part, donc en relevant un certain moment. Ben, tu vas voir, essaye d'abord de bien la mettre à plat. Tu prends pas de vase, pas beaucoup d'eau. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Tes gouttes, Ma première récolte. va un peu plus loin, comme ça sera plus facile. Là C'est pas trop mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Très bien. Et là, on sent que la fleur est en train de reprendre un peu d'humidité, donc il faut se dépêcher. C'est avec les derniers rayons du soleil que Fanny et Tony ramassent la fleur de sel, étalée au matin et séchée tout au long de la journée. Ce qu'on a devant nous, là, c'est la récolte de combien d'œillets, combien de jours? Ben, une journée Et sur combien d'œillets? sur 20 œillets. D'accord. Et voilà. Outre ses marais salants, Noirmoutier est aussi remarquable pour ses belles plages et ses cabines de bain toutes blanches. C'est sur l'estacade du bois de la Chaise, au milieu des pêcheurs, que Tony retrouve Joël Léoté, un marin passionné. Bonjour Joël, Bonjour. tu vas bien? Super. Beau temps, belle mer. Magnifique pour naviguer. On est parti en baie? C'est parti. Allez, vas-y, on On y va. va. Accompagnateur nautique et animateur nature, Joël possède un vieux gréement et nous propose une promenade le long de la côte de l'île pour découvrir des trésors d'architecture. Noirmoutier, station balnéaire, a pris naissance vers 1900 au bois de la Chaise, là où le bateau à vapeur débarquait les vacanciers venus du continent pour passer une journée sur la prestigieuse île. Et donc là, c'est tout le bois de la Chaise qui s'est peu à peu construit, loti avec des maisons, certaines ayant accès directement à la mer et puis d'autres en arrière dans les bois. Ouais. La première maison qui a été construite dans le style d'un phare, donc c'est la tour Plantier qui est là-bas, donc un architecte de Nantais en 1861 qui a construit ça pour son frère. Tu peux m'expliquer pourquoi cette forme aussi caractéristique? Ça a une forme de phare, certainement parce que c'était un architecte de phare. Donc il avait fait les plans du phare du Pilier, donc un phare qui est sur le petit îlot au nord-ouest de l'île de Noirmoutier. Et rappeler effectivement ce qui était son métier d'origine. Voilà, c'est ça. C'était un petit clin d'œil peut-être à son métier d'origine. D'accord. Donc maintenant, on va aller vers la pointe des Sous-Eaux, donc juste à côté de l'île du Cob. Et là, on va voir toute la plage des Sous-Eaux avec toutes les maisons donc de la station balnéaire du début du XXe siècle. Le bateau de Joël, à faible tirant d'eau, peut s'approcher tout près de la côte. Mais quand le vent faiblit, il lui faut laisser les voiles et naviguer au moteur. Donc voilà la plage des Sous-Eaux. Donc on voit toutes les maisons fin du 19e, début du 20e, qui ont été construites avec différents styles. Hein. Alors justement, différents styles, mais celle-ci est vraiment, elle dénote parmi les autres. Tu peux nous en dire quelque chose, Joël? Oui, alors celle-ci, en fait, à l'origine, c'était une espèce de cabine de bain sur la plage qui était une annexe de la villa Ave Maria qui est juste derrière. C'était une petite maison qui servait juste à stocker le matériel et puis éventuellement les petits bateaux de plage qui servaient pour les enfants, quoi. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une maison les pieds dans l'eau, hein. Tout à fait.